Salut tout le monde, c'est Scarecrow et aujourd'hui on va parler du chapitre 16 de Boruto qui est enfin sorti. Et autant vous prévenir, il est bourré de révélations. Alors installez-vous confortablement, on plonge dans le monde des ninjas. Le chapitre débute par un flashback remontant 2 ans en arrière. Koji, avec son ton toujours mystérieux, nous explique le fonctionnement du ninjutsu spatio-temporel, le Hiraishin. Ce jutsu qui permet de se téléporter est une aptitude de base chez les Otsutsuki, tout comme voler. La classe, non? On découvre que Boruto, dans le passé, a utilisé ce pouvoir à plusieurs reprises, mais uniquement de manière accidentelle. Ensuite, Koji balance une révélation complètement déstabilisante. Dans 6 ans, Boruto maîtrisera cette technique à la perfection. Quoi dans 6 ans? J'ai pas tout compris. Bon bref, avançons. Koji continue ses explications. Boruto peut marquer un objet avec son chakra et, en le détectant, il sublime le ninjutsu. Mais attention, ce n'est pas le Hiraishin de Minato. Non, Boruto a développé une version différente en essayant d'imiter le jutsu. Alors que Minato utilisait des sauts pour se téléporter, Boruto marque directement un objet avec son chakra. Quel est le résultat? Bah en fait c'est quasiment pareil. Mais Boruto n'est pas du genre à être modeste. Il lâche fièrement, si j'ai inventé ce jutsu, ça fait de moi un génie. Bon, c'est un peu vrai, mais faut se calmer quand même un petit peu. Boruto part ensuite s'entraîner et on apprend que le métal est le matériau idéal pour transférer son chakra. En clair, ses kunai et son sabre deviennent des atouts cruciaux. Koji précise également que se téléporter vers un objet visible est relativement simple, mais que ça devient beaucoup plus complexe si l'objet est hors de vue. Imaginez qu'un kunai soit au nord et un autre au sud, Boruto aurait du mal à choisir la bonne direction. La solution? Associer des formes aux objets, par exemple un objet en forme de sphère au nord, pour éviter de se planter. Koji explique aussi que quand un objet est lointain et hors de vue, il lui faut beaucoup de concentration pour pouvoir se téléporter. On comprend alors enfin pourquoi dans le chapitre 4, Boruto disait qu'il n'était pas aussi doué que Minato et qu'il devait se concentrer intensément pour se téléporter. Et pourquoi aussi dans le chapitre 1, sa tenue était remplie d'accessoires. Ce n'étaient pas des souvenirs de son ancienne vie, mais des outils pour son ninjutsu. Et oui, je sais que beaucoup de monde ont cru que Boruto s'était mis à la mode, certes il était devenu stylé. On m'appelle Gentleman Bisou. Mais c'était pas pour ça, c'était pour son ninjutsu. Ensuite, Koji finit par lâcher une bombe. Il connaît le futur, mais insiste sur le fait que moins de gens doivent être au courant. Apparemment, plus quelqu'un en sait sur le futur, plus il s'éloigne du chemin du destin et devient une présence instable, une singularité. Et les singularités, leur rôle est d'agir dans l'ombre pour remodeler l'avenir. Ah oui, je vous avais pas dit, on va directement dans la science-fiction avec Boruto là. Je sais pas où ça va mener, mais bon, on apprécie la nouveauté. Il prévient également Eida qui espionne discrètement la conversation grâce à son Sharingan. Passons donc au présent où Eida termine d'écouter tout ça et on retrouve Sarada et Sumire en pleine discussion. Sarada tente de tirer des informations mais Sumire lui explique que si Boruto reste silencieux c'est qu'il a ses raisons. Puis tout à coup, Sumire avoue qu'elle est amoureuse de Boruto. Mais malheureusement les tensions montent. Sumire reproche à Sarada d'avoir ignoré ses sentiments en courant la première vers Boruto pour le serrer dans ses bras à son retour. Un froid s'installe et Sumire part, laissant Sarada méditer sur ses choix. Soudain, Shikamaru contacte Eida pour lui demander un rendez-vous. Il l'interroge sur la situation à Suna et elle révèle qu'un nouveau Shinju est apparu. Il s'appelle Ryu et semble lié à Shinki. Sa cible, rien de moins que le Kazekage. Eida mentionne également qu'un des Shinju est particulièrement étrange car il réagit à son dojutsu. Terrifiée, elle n'a pas osé en apprendre davantage. Puis, nouvelle révélation, Eida confronte Shikamaru en insinuant qu'il a orchestré l'évasion de Boruto et impliqué Mitsuki dans l'affaire. Elle lui déclare aussi qu'elle veut protéger Boruto des ennuis et que Kawaki a accepté de collaborer avec lui. Shikamaru, curieux, demande si Koji est bien le mystérieux complice de Boruto. Une grenouille bondit alors des cheveux de Eida. Oui, vous avez bien lu. Le crapaud parle. Il informe Shikamaru qu'il doit envoyer Mitsuki, Sarada et Konohamaru Asuna pour une mission de sauvetage du Kazekage. Il précise aussi que Imahawari ne doit pas sortir de Konoha car Jura l'a prise pour cible et si elle sort, elle mourra. Il continue d'expliquer que Jura a une haute estime de Konoha et que donc il ne se battra pas à l'intérieur, donc Imahawari est en sécurité. De plus, il informe que s'il vient à la librairie, il devrait être traité comme un client normal. Le crapaud finit en félicitant Shikamaru d'avoir écouté son cœur car cela a guidé Boruto dans la bonne direction. Koji, fidèle à son rôle de singularité, œuvre discrètement donc pour maintenir l'équilibre du futur. La scène se déplace alors à Suna, où Sarada, Mitsuki et Konohamaru se préparent à une mission épique du sauvetage du Kazekage. Bon sérieusement, si sauver le Kazekage devient une tradition décennale, il serait peut-être temps de renforcer la sécurité à Suna, je dis ça, je dis rien moi.
Enfin bref, ils sont accueillis par deux ninjas de Suna et ils repèrent les Shinju prêts à livrer une bataille mémorable. Le chapitre se termine sur cette promesse d'un affrontement aussi intense que les grandes heures de Shippuden. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, c'était Scarecrow, je vous dis à la prochaine, bye bye.